Psychologie de l'amour, l'instinct, la sensibilité, l'imagination. Chapitre 2. Les impondérables. 1. Ce qui explique la théorie précédente. La notion du complexe électif rend compte de la plupart des faits observables dans le phénoménisme intersexuel. Nous avons vu que les divers éléments d'électivité peuvent se répartir en 6 catégories respectivement afférentes. A. Au potentiel d'habilité fonctionnelle. B. À la valeur qualitative des différenciations sensorielles. C. À l'impressionnabilité émotive. D. Aux virtualités affectueuses de la sensibilité. E. À la vie représentative subjective, l'imagination. Et F. À la vie représentative objective, intelligence. Selon les conditionnements de chacun, se trouverait ainsi plus particulièrement déterminé à ressentir une certaine modalité de l'amour. L'ensemble des observations permettant de ramener à ces 7 modalités. Nous allons définir en comptant approximativement pour chacune les éléments du complexe correspondant. L'amour physique, tel que l'entend Bale, reste compatible, c'est évident, avec toutes les individualités que prédominent à un degré exceptionnel ni la cérébralité ni la sensibilité, mais certains êtres ne connaissent jamais d'autres émotions amoureuses que le désir animal. Les cotes proportionnelles du complexe de ces derniers s'établissent comme suit. Le potentiel d'habilité, 8. La valeur qualitative, 4. L'impressionnalité émotive, 4. La virtualité affectueuse de la sensibilité, 3. L'imagination subjective, 2. Et enfin, l'intelligence objective, 2. Si nous passons au-dessus de la moyenne, c'est-à-dire au-delà des 5, les cotes variant de 1 à 10 maximum, l'un quelconque des éléments B, D, E, F, le sujet deviendra capable d'un choix, d'une préférence, dont le psychisme aura la notion. Ici, le besoin seul parle, et le cas de possibilité d'option, cette dernière s'effectue inconsciemment, obscurément déterminée, pensons-nous, par l'espèce du tempérament physiologique, bilieux, nerveux, sanguin ou lymphatique. L'amour-goût de la classification stendhalienne, où jusqu'aux ombres tout doit être couleur de rose, où ne doit rien rentrer au désagréable sous aucun prétexte, se caractérise par le synchronisme de 2 impressionnabilités, l'une et l'autre prédisposées à s'émouvoir des mêmes nuances. C'est l'amour des natures délicates, artistes, chez lesquels, même sensoriel, le qualitatif l'emporte sur le quantitatif. Leur dilettantisme même prévient les ardentes flambées de la passion et ses aveuglements. Ici, le genre de ce complexe s'oriente vers l'amour-goût. Enfin, l'amour-passion implique un fétichisme exalté pour son objet, tout ce qui se caractérise sa personne physique et morale. Cette idolâtrie s'accompagne intelligemment d'un obsédant désir de possession et d'envahissement psychique. C'est sans doute l'amour-passion qu'a voulu définir Paul Bourget en écrivant « Il est un certain état mental et physique, durant lequel tout s'affaiblit en nous, dans nos pensées, dans nos cœurs et dans nos sens, ambition de voir passer à venir, habitude et besoin, à la seule idée d'un certain être qui devient, pour nous, le bonheur. Les 2 conditions essentielles d'un pareil amour sont d'une part un potentiel considérable d'enthousiasme et d'autre part une véhémence
génésique, au moins normal. Dans l'amour-sentiment, l'affection, la sollicitude et la tendresse prédominent. Il est ressenti à l'état larvaire et d'ailleurs fugace par des âmes à la fois impressionnables, imaginatives et superficielles, celles qu'on dit sentimentales. La plénitude et la durée de ces manifestations nécessitent une élévation exceptionnelle de la sensibilité avec tout ce que cela comporte de bienveillant, de subtil et d'altruisme. L'amour-vanité a pour base la probabilité, l'amour-propre. Quand, dit Spencer, on se voit préféré à tout le monde, et cela par quelqu'un que l'on admire plus que tous les autres, l'amour de l'approbation est satisfait à un degré qui dépasse toutes les expériences antérieures, spécialement lorsque, à cette satisfaction directe, il faut joindre la satisfaction indirecte qui résulte de ce que cette préférence est attestée par les indifférents. Avoir réussi à gagner un tel attachement de la part de l'autre, le dominer, c'est une preuve pratique de puissance, de supériorité qui ne peut manquer d'exciter agréablement l'amour-propre. L'amour-vanité se complaît d'avoir été distingué par un objet qu'il juge particulièrement désirable, qu'il apprécie cet objet, qui lui vaut d'être admiré et envié. L'impressionnalité et l'imagination y jouent donc un rôle principal. L'amour intellectuel, qui résulte d'affinités représentatives entre deux types, a la cérébralité prédominante. Et enfin, l'amour platonique, sorte d'inclinaison dans la genèse et dans le développement, de laquelle le sens non qu'une part effacée ou nulle tire son charme de l'enrichissement qu'il apporte à la vie intérieure. Il suppose une nature complémentative et sensible, dans un complexe électif qui le rend velléité génésique, tend vers le zéro. Les codes donnés ont pour chaque cas d'expérimente une proportion, un rapport entre les éléments d'électivité. On pourrait écrire sous la forme physique, amour physique, A est plus grand que B est plus grand que le D, etc. Pour l'amour goût, A est plus grand que B est plus grand que A, C est plus grand que A est plus grand que F, etc. Chacune des 7 approximations chiffrées qui précèdent s'entendent pour le cas de principe et non pour le cas d'espèce, lequel ressort d'un complexe individuel. Tout être dont la valeur s'approche des proportions données, par exemple l'amour-passion, manifeste une proportion pour ce genre d'amour, et plus précisément pour les variantes de ce genre d'amour, que déterminent les éléments de détail de son complexe personnel, les éléments qui engendrent l'image complémentaire idéale. Quand les valeurs tendent à s'égaliser, quand aucune ne présente aucun relief accusé, il en résulte une sorte d'amour qu'on pourrait nommer amour-synthèse, qui participe harmonieusement à toutes les autres. Deux, les influences mystérieuses. Si tout se passait toujours conformément aux données précédentes, l'amour ne serait s'éveiller qu'en présence d'un objet paraissant s'identifier à l'image idéale. Or, on le voit fréquemment éclore en dépit de l'absence, chez l'être qui l'inspire. Les qualifications postulées par les électivités de l'être qui le ressent. Bien mieux, il semble parfois s'imposer chez l'un résolu de s'y dérober, et que semblant subordonner les assiduités de l'autre. L'extrême jeunesse, où l'on se connaît mal, où l'on rend compte, pas clairement ni fidèlement compte des aspirations profondes qu'on recèle, l'irrésolution,
la suggestibilité peuvent expliquer certains des cas dont nous parlons. Si large qu'on voudra envisager la part de ces divers processus d'erreur ou de passivité, il restera de nombreuses attirances, d'élan, qui ne sauraient s'expliquer. On se trouve donc conduit à admettre le mystérieuse influence des phénomènes d'aimantation, d'emprise, phénomènes tout spontanés à l'intelligence et aux mécanismes desquels l'agent reste aussi étranger que le patient. Il n'est pas d'observateur tant soit peu sagace auquel ne s'impose, en présence de certains entraînements, l'hypothèse d'une action irradiante. Dans le récent travail sur la psychologie des tendances humaines, Mélinan explique ainsi à ce propos: peut-être faut-il signaler sous toute réserve la possibilité de causes physiques encore inconnues. Il est possible que tout être soit une source de radiation qui un jour deviendront objet de science. Il y aura sympathie quand deux êtres sont en accord, quand l'un est un résonateur pour l'autre, quand ils ont la même longueur d'onde. Mais il serait abusif de donner de l'importance à cette simple possibilité. Il est légitime d'y penser, parce qu'elle sera peut-être scientifiquement demain comme tant d'autres. Scientifique, ouais. Nous comprenons les prudences réservées de l'auteur, qui n'a sans doute pas eu l'occasion de vérifier, comme nous-mêmes, les manifestations de la radioactivité qui émanent de tous les êtres animés. 3. L'imprégnation. En présence de certains dans leur voisinage immédiat, ne nous sentirons pas désagréablement affectés, alors que la proximité de tels autres s'accompagne automatiquement d'un appréciable bien-être. Ce bien-être peut prendre le caractère d'une véritable euphorie, dont le souvenir reste, souvenir qui engendre le besoin de retourner vers sa source, et de se maintenir dans son foyer d'action, hors duquel, désormais, on vivrait dans une sorte d'incomplétude angoissante. Et voilà comment, pour des raisons toutes biologiques, où le complexe sélectif n'a rien à voir, se noue entre individus que nul caractérise et paraissait incliner spécialement l'un vers l'autre, des liens d'une étrange puissance. La résonance n'est pas toujours, tant s'en faut, réciproque, mais par un curieux effet réflexe, il se produit assez souvent que celui des deux dont les effluves épanouissantes l'autre se laisse gagner par le trouble qu'il est ainsi provoqué inconsciemment. Dans le même ordre d'idées, il convient de noter l'envahissement que subissent tant de femmes au sens calme, à l'esprit pondéré d'une moralité bien organisée, au fur et à mesure d'une cour assez délicate, pour ne pas hérisser le début, mais dont l'ardeur, aussi vive qu'irréprochable, contenue, endort peu à peu les résistances. Ce dernier ne prend pas toute la valeur démonstrative d'imprégnation, quand l'intéressé manque de toute espèce d'agrément physique, de toute qualification estimable et du genre d'éloquence propre à l'homme séduisant. 4. L'emprise. L'esquisse de théorie explicative donnée par M. Mélinan, c'est-à-dire la même longueur d'onde, voir le paragraphe 2, semble indiquer une constante réciprocité du phénomène. Nous avons vu qu'il n'en est pas toujours ainsi, mais, dans les cas précédents, l'amour succède à un abandon consenti. L'effluvation initiale agit comme des alcéoloïdes diffuseurs d'extase d'un hasard vous a révélé et il vous garde. Or, que se passe-t-il quand un individu subit, sans la moindre dilection, les désirs d'un autre dont la personnalité et le rayonnement le révulsent, comme l'oiseau fasciné qui avance malgré lui vers la gueule du serpent? Nous avons vu des hommes, aussi bien que des femmes, emprisonnés dans l'étreinte tentaculaire de l'être qui les convoitait. Là, il n'est plus question de synchronisme, de résonance harmonieuse, mais d'une
d'une pénible suggestion, qui n'est pas une suggestion, le fait resterait inexplicable si l'étude expérimentale des questions physiques, qui n'avait établi qu'il se trouve une proportion d'émissifs aux vibrations exceptionnelles d'énergie et une fréquence rapide dont le ton et le mouvement se communiquent, comme par effraction, à toute créature faiblement constituée, sans intensité vitale et sans vigueur volitive. Tout psychiatre voit d'emblée dans l'exposé une emprise de ce genre, soit une monomanie de la persécution, soit plus simplement l'interprétation délirante d'une réaction érotique, une fausse imputation. 85 fois sur 100, le psychiatre a raison, mais pas toujours. Chapitre 5. L'irradiation physiologique. L'expérimentation permet de vérifier que certaines manifestations de l'énergie émanent de l'individualité humaine. L'une paraît engendrée par le mouvement vibratoire purement physique des atomes constitutifs du corps. L'autre prend le caractère d'une subséquence de l'activité psychique. Nous voyons le rôle de la première dans le déterminisme des sympathies mises en cause au paragraphe 3, et dans la seconde, le truchement des emprises dont nous venons de parler. L'irradiation physiologique est surtout connue sous le nom de la magnétisme humain ou magnétisme animal, par ses effets thérapeutiques. Émise avec intensité, projetée judicieusement, elle suppliait aux défaillances fonctionnelles. Elle accélère les processus d'autodéfense, les réactions internes. Elle transfuse le puissant dynamisme de l'agent à l'organisme en état de misère du patient, dont l'équilibre vital tend ainsi à se rétablir. Des cures extraordinaires ont été réalisées dans tous les temps par le magnétothérapie. Et si l'on s'en effectue chaque jour encore un nombre imposant. Comme l'action garde toute son efficacité sur les enfants en bas âge, encore incapables de s'auto-suggestionner, il faut bien faire la différencier avec celle dont l'imagination, habilement impressionnée, fait tous les frais. Cette même irradiation détermine certains états seconds qui diffèrent nettement de ce qu'obtiennent les procédés de l'hypnotisme. D'ailleurs, son essence stéréogène et biophile se précise clairement lorsque l'on vérifie qu'elle peut être détectée par des dispositions matérielles, qu'elle active des pousses végétales et stérilise des foyers microbiens. 6. L'irradiation psychique. Alors que la présente n'agit que d'un faible rayon, l'action psychique a surtout été mise en évidence par les répercussions à longue distance, télesthésie, télépathie, suggestion mentale, etc. Ce sont des émotions, des pensées, des volitions qui se transmettent et qui font affecter là ou les personnes impliquées. À ce sujet, nous avons écrit d'autre part, toute pensée s'extériorise et tend à affecter, conformément à ce qu'elle exprime, l'individu à qui l'on pense. Si l'on réitère longuement et ardemment cette pensée, tout se passe comme si l'on projetait sur la personne, sur le sujet, une imprégnante effluation qui s'éveille graduellement en lui et fait bientôt prédominer les dispositions suggérées. Ainsi, l'irradiation télépsychique, subséquente inévitable de l'action affective et cérébrale, doit être considérée comme une priorité normale de l'esprit humain. Pour en user avec profit, il convient d'en gouverner l'émission et d'en proportionner l'énergie, la durée, la fréquence, aux résistances qu'opposent à son influx les caractéristiques psychologiques du sujet visé. Inconsciemment d'ailleurs, les individualités volontaires, despotiques, violemment appétentes, se subordonnent, les débiles et les indécises. Il peut y avoir, entre deux personnes auxquelles l'étude et les questions
est absolument étrangère, une énorme différence de potentiel émotivo-cérébral. Qu'un hasard ne les mette en présence, et que la mieux douée, la plus ardente, désire l'autre, ce sera l'emprise. 7. Le jeu des impondérables. En marge des éléments de sélection inventoriés au chapitre précédent, et qui tend à informer une représentation plus ou moins précise du complémentaire idéal, deux catégories d'influences irradiantes semblent donc jouer un rôle dans le déterminisme de l'amour. L'une semble proportionnelle à la vigueur vitale de l'émetteur, l'autre à l'intensité de son ardeur convoitante. Ni l'une ni l'autre ne correspondent à un qualitatif quelconque, mais seulement à un potentiel. C'est pourquoi elles peuvent susciter d'irrésistibles attirances lorsque l'argent ne présente aucune des caractéristiques postulées par les électives du patient, à l'aide de ces vues qui, quoique hypothétiques dans leur synthèse, reposent cependant sur des faits. Nous nous expliquons la plupart des singularités dont nous avons été témoins. Un artiste, dont la vue s'afflige de la moindre inharmonie proportionnelle, dont la pensée comme le regard tend vers l'impeccabilité beauté, et jusqu'à là n'eut pas un regard pour les plastiques médiocres, passe dans l'ordre d'abstraction d'une créature absolument dépourvue de toute aristocratie de forme, mais puissamment émissive, saturée de cet indésirable fluide, le voilà comme dans un état second. Son sens esthétique paraît s'innobuler tandis que s'allume en lui la folie passionnelle. D'autant croiront que le niveau intellectuel ou l'élévation morale de la femme compense ici la pénible morphologie. Il n'en est rien. Ce ne serait pas d'ailleurs une explication, puisque le complexe élictif de notre exemple s'orientait principalement vers un vivant spectacle d'ériatisme sculptural. D'autres songeront à cet asservissement sensuel, dont une psychologie primaire a vulgarisé la notion, et qui ne soutient pas l'examen puisque, d'une part, dans le cas en question, l'emprise fut antérieure à la conjonction, et que d'autre part, la répétition des mêmes sensations émousse graduellement l'acuité et la corrode inévitablement le désir. La littérature prête au Don Juan conventionnel toutes sortes d'attraits. Or, on voit les hommes laids, difformes, sans esprit ni délicatesse, s'imposer parmi les femmes, et obtenir non pas seulement l'abandon de beaucoup, mais l'amour de quelques-unes, qui, tour à tour repoussées, demeurent inconsolables. Ces formidables aimants sexuels semblent tirer leur paradoxale puissance de la violence même de leur habilité génésique, vraisemblablement due à quelques hypertrophies endoctriniennes. La seule présence d'un pareil dynamisme menace la plus effectivement les résistances les mieux douées que tout arsenal de séduction masculine. L'antithèse est plus démonstrative encore entre les types de femmes dont on s'étonne qu'elles n'aient malgré une splendide extériorité, un aimable caractère et une envergure cérébrale remarquable. Jamais fixé les sentiments ni même les dilections physiques qu'aucun homme de goût et de tératologie grotesque, réputé irrésistible, dont le sourire sème la folie et les dédains le désespoir. Le fameux sex appeal, inventé pour le besoin publicitaire du film, émane plus intensément de certaines laideurs violentes et de despotiques que de la beauté digne de l'écran ou de la royauté mondiale. Il n'y a pas uniquement de la détresse imaginative, de la sensibilité meurtrie, ou de la vanité outragée à la base de ces paniques qui succèdent parfois aux dissociations et aux ruptures. De même que la toxicomane brusquement sevrée
de son chimique sustentateur, s'épouvante de l'incomplétude grandissante qui, d'heure en heure, le désorganise plus effroyablement. L'homme ou la femme, accoutumés longuement au stimulus vivifiant que leur apporterait en s'intégrant en eux les ondes dans le champ dans lequel ils évoluent, tombent dans un état psychique comparable à une asphyxie progressive. S'il est de capitueux effluves, galvanisateur uniquement de l'animalité, il en est d'autres qu'il semble verser à l'apaisement, dispenser une indicible plénitude à la vie intérieure et conforter la vie organique elle-même. Ceux qui ont connu, ne serait-ce qu'une heure, cette sorte d'extase lucide, en conservant l'inextinguible nostalgie qui peut fort bien conduire à la désespérance et au suicide, car elle agit comme un puissant corrosif du vouloir vivre. Le retour à la sérénité nécessite alors des moyens d'objectivité supérieure, mais il faut noter que la dépendance, la subordination d'un individu à l'irradiation d'un autre n'implique pas invraisemblablement le caractère salutaire ou simplement agréable de ce rayonnement. On en voit lié à un être en qui tout leur déplaît, et qui l'ont eu tout le temps de d'évaluer et dont le moral comme le physique leur est odieux. Ils ressentent cependant incapables de se désorbiter de son influx. Si d'aventure ils s'en libéraient pendant quelques jours, ils en ressentent l'absence plus péniblement encore que toutes les répulsions ou les mépris que leur inspire